Ces formes génétiques de maladie de Parkinson, elles sont importantes à considérer parce que trouver le gène responsable nous donne la clé du mécanisme de la maladie. Donc c'est pour ça qu'on les a étudiées. Alors comment ont-elles été trouvées? Eh bien parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un continuum dans l'âge de début entre les formes habituelles, tardives, et puis des formes beaucoup plus précoces, des formes dites précoces, avec un début avant 40 ans, des formes avec un début avant 20 ans, qualifiées de juvéniles. Et ces formes ont été trouvées dans différents pays, mais c'est surtout au Japon qu'elles ont été étudiées, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une tendance à trouver des cas familiaux. Et l'étude des généalogies dans lesquelles on trouvait ces cas précoces a suggéré l'intervention d'un facteur génétique avec une transmission autosomique récessive, c'est-à-dire des familles dans lesquelles les parents sont indemnes, et puis un ou plusieurs enfants sont affectés par cette maladie particulière par son début précoce. Alors le gène Parkin, c'est le premier gène avec une transmission dite autosomique récessive qui a été identifié. Il a été identifié sur la base de familles japonaises qui ont été rassemblées, étudiées avec des outils de liaison génétique, avec des marqueurs sur l'ensemble du génome qui ont permis de déterminer qu'un gène, encore inconnu, se trouvait sur le chromosome 6. Et à partir de cette donnée, nous avons pu, en France et dans d'autres pays, étudier aussi des familles et montrer qu'effectivement, il y avait un gène sur le chromosome 6, même si ce n'était pas forcément celui qui était impliqué dans toutes les familles. Et donc, à partir de la position du gène sur le génome, il a été possible de faire une démarche dite de clonage positionnel, c'est la préhistoire de la génétique, qui a permis de marcher sur le chromosome et d'aller trouver le gène de la Parkin. Et de montrer que ce gène était impliqué dans de très nombreux cas et surtout atteint par des mutations très très diverses. C'est un très grand gène sur notre génome, le second plus grand, et on trouve toutes sortes de mutations. Il y a deux choses. D'une part, il nous a appris quelle était la pathologie moléculaire du gène de la Parkin. Et comme je vous le disais, c'est un très grand gène dans lequel surviennent toutes sortes de mutations qui sont souvent génomiques, des délétions ou des multiplications de parties de ce gène qui inactivent en réalité le gène comme conséquence finale. Du fait de la taille de ce gène, ces événements sont fréquents. Et puis, il y a aussi des mutations plus classiques, des mutations ponctuelles qui affectent juste un ou quelques acides aminés et qui résultent dans le même phénotype. Donc, une très grande diversité des mutations, une très grande fréquence aussi, puisque on s'est rendu compte que ces formes représentent, parmi les cas précoces avec une histoire familiale, près de la moitié des cas, et quand on considère les formes précoces, même sans histoire familiale, même sans indication que ça pourrait être une forme génétique, eh bien on trouve 10 à 20% de cas avec des mutations du gène de la Parkin. Donc ce gène est clairement le gène principal de ces formes autosomiques récessives précoces. Il est associé à un phénotype particulier, une manifestation de la maladie qui non seulement est précoce, mais surtout, et je crois que c'est important pour les patients, c'est une forme très lentement progressive de la maladie et qui répond de façon prolongée au traitement. C'est-à-dire que même après 20 ans, 30 ans, voire 40 ans d'évolution, les patients réagissent au traitement qui est à base d'agonistes dopaminergiques ou de lévodopa. Ça, c'est important pour le pronostic. Et puis, en plus, la plupart des patients ne développent pas, contrairement à la maladie de Parkinson habituelle, des troubles cognitifs avec le temps. Donc c'est une forme très pure de maladie de Parkinson et de début précoce.
dans cette forme de maladie de Parkinson, il y a des mutations qui entraînent l'inactivation du gène. Donc la fonction normale du gène, c'est ça qui manque chez les patients. Et donc comprendre la fonction du gène donne la clé de cette forme, des mécanismes à l'origine de cette forme de maladie de Parkinson. Et quand le gène de la Parkin a été découvert, c'était un gène dont le produit, la Parkin, n'avait jamais été étudié. Donc par analyse de la structure, on s'est rendu compte qu'elle appartenait à une famille de protéines qui s'appelle les E3 ubiquitine ligases et qui sont impliquées dans l'ubiquitination de différentes protéines au sein de la cellule. Ubiquitination qui va modifier le devenir de ces protéines, soit en modifiant leur localisation, soit en modifiant leur demi-vie, puisque l'ubiquitination, dans certains cas, peut adresser vers la structure qui dégrade les protéines dans les cellules, le protéasome, et donc réguler le turnover des protéines. Donc ça, c'est la première fonction de la Parkin. Et puis on s'est rendu compte que cette protéine était mitochondriale, que son absence entraînait un dysfonctionnement et des anomalies morphologiques de la mitochondrie. Et on sait maintenant qu'elle agit avec un partenaire clé qui s'appelle PINK1 et qui est un autre gène d'ailleurs impliqué dans la maladie de Parkinson. Et tous les deux, ces protéines ont un rôle essentiel dans la physiologie mitochondriale. Donc de nombreuses fonctions qui font que l'homéostasie de la mitochondrie, sa fonction peut être assumée dans les cellules. Et une de ces activités, c'est celle de réguler la mitophagie, le mécanisme par lequel les mitochondries dysfonctionnelles sont éliminées et vont subir un processus de dégradation par autophagie. Je crois qu'il y a deux ordres de conséquences. Il y a des conséquences en termes de diagnostic et de conseil génétique, qui sont déjà là aujourd'hui, et puis des conséquences peut-être plus lointaines en termes de thérapeutique. Commençons par les aspects génétiques. Eh bien, avoir identifié ce gène et savoir qu'il est présent dans de nombreuses formes précoces, surtout quand elles sont familiales, permet d'établir un diagnostic génétique et de s'assurer qu'on a bien affaire à une maladie de Parkinson et de déterminer sa forme. Pour cela, on a maintenant les outils qui permettent d'analyser le gène et de rechercher à la fois ces mutations ponctuelles dont je vous ai parlé, mais aussi ces réarrangements génomiques. Et il faut faire une analyse très complète du gène pour pouvoir aboutir au diagnostic moléculaire. Ce diagnostic moléculaire donc, peut être maintenant réalisé quand on suspecte qu'il pourrait s'agir d'un cas Parkin. Il peut s'accompagner évidemment d'un conseil génétique, puisque on connaît, à partir du moment où on identifie des mutations du gène, qu'on détermine qu'il s'agit de cas Parkin, on peut être sûr qu'il s'agit d'une forme autosomique récessive et du coup prédire le risque de récurrence. Ce risque, il est important pour les frères et sœurs des patients, mais à la génération suivante, en dehors d'une situation d'un mariage avec un apparenté, ce risque est heureusement très faible. Donc ce sont des familles qu'on va pouvoir rassurer sur le risque de transmission. Ensuite, je vous ai parlé des particularités de cette maladie et de son évolution lente. Donc il y a des facteurs de pronostic qui peuvent être aussi annoncés, parce qu'une forme précoce, c'est quand même difficile à vivre, c'est extrêmement perturbant dans la vie sociale, familiale, et savoir que ce sont des maladies peu évolutives va permettre aussi de planifier mieux le futur, le devenir professionnel, etc. de ces patients. Alors maintenant, en termes thérapeutiques, là c'est l'espoir, on n'a pas aujourd'hui de traitement spécifique des formes Parkin, on n'est pas capable d'apporter la protéine qui fait défaut, par exemple, mais c'est une perspective qui existe. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que, par exemple, certains traitements symptomatiques, comme la stimulation cérébrale profonde, ont un très bon pronostic, ont un effet très positif chez les patients Parkin, du fait de la pureté des troubles moteurs chez eux et du fait qu'il y a peu de signes non moteurs associés. Donc
on peut orienter en quelque sorte la prise en charge sans guérir la maladie, mais en tout cas proposer une thérapeutique dont on sait qu'elle va apporter vraiment des bénéfices dans ces formes. Donc voilà, on est au début, on espère aller beaucoup plus loin, mais déjà connaître, identifier ces formes permet à la fois des informations génétiques, d'être transmises dans la famille et de rassurer souvent, et puis aussi de mieux planifier la prise en charge d'une maladie qui va être au long cours.